Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, ça y est, je conclue ici ma rétrospective de la fameuse trilogie d'Apu du cinéaste indien bengali Satyajit Ray. J'avais commencé forcément par le premier, La complainte du sentier, au tout début de l'année 2023. J'ai enchaîné ensuite avec L'Invaincu et je conclus donc avec le troisième et dernier opus, sorti en 1959, Le Monde d'Apu, ou en version originale, Apur Shankar, toujours adapté du même roman fleuve d'un auteur qui a un nom compliqué à dire sans l'écorcher, donc je vais éviter de le faire, et avec des acteurs encore différents. Je crois que Apu a été joué par au moins 4 personnes différentes, hein, puisque dans le deuxième il y en avait 2. Ici il est jeune adulte, et donc joué par Soumitra Chatterjee, qui deviendra l'acteur fétiche de Satyajit Ray par la suite. D'ailleurs, je crois que c'est son premier rôle ici. Et à ses côtés, la toute jeune Sharmila Tagore, qui elle aussi jouera dans d'autres rails par la suite, et elle avait que 13-14 ans à l'époque. Et donc, évidemment, ici, notre héros, que l'on a vu enfant dans le premier film, adolescent dans le deuxième, est devenu jeune adulte, et on poursuit, on va dire, ses aventures de vie très tragiques, hein, menées par une forme de destin. Là, on le retrouve sans argent, presque, enfin, il est très pauvre, dans un appartement qui n'arrive pas vraiment à payer au niveau du loyer. D'ailleurs, son propriétaire vient lui rappeler au début. Il a du mal à trouver un travail par rapport à ses compétences et qualifications, puisque niveau manuel, c'est pas trop ça, il est plutôt intellectuel. Et il rêve quand même, plutôt serein, de publier un roman quasi autobiographique. Et je me demande si c'est pas un petit peu aussi l'histoire de l'auteur de base dont on adapte ici l'écrit fleuve. Peut-être qu'il y a une forme de mise en abîme, mais je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que, bon, il vit d'amour et d'eau fraîche, ou presque, d'espoir, on va dire, et un beau jour, le destin se rappelle à lui, parce que, rappelons-le quand même, dans le premier film, il perd sa jeune sœur et sa grand-mère, c'était quand même assez touchant cela. Dans le deuxième, c'est carrément ses parents qui disparaissent en 2 temps. Et là, bon, il est tout seul dans son monde à lui, le monde d'Apu, et il va devoir faire face à un nouvel événement, le retour d'un ami qui vient le voir, là, Poulou, et qui lui propose d'aller dans son village assister à un mariage. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'une fois sur place, ce mariage ne va pas se faire, car l'époux semble assez dérangé mentalement, et la famille de l'épouse ne veut pas de ce mari. Sauf que si la jeune fille, qui n'a que 13 ans, et oui, mariage forcé, on reviendra sur ce point après, ne trouve pas un mari là, sur ses épousailles prévues, donc si on ne trouve pas un remplaçant, elle serait maudite, hein, croyance locale, etc. Donc, on va proposer à Apu, comme ça, de s'improviser en tant que mari de cette jeune fille. Bon, évidemment, 99% des gens auraient refusé. Au début, d'ailleurs, ils s'en offusquent. Et je reviens sur le propos là, du mariage forcé, tout ça. Lui-même, il s'en rend compte. Questionnement ici de Ray et probablement de son auteur à l'écrit sur la société indienne qui, quand même, a évolué depuis. Mais encore, dans certains coins, on croit à ces trucs ancestraux qui sont quand même pas terribles et un peu dégradants. Et donc, non. Mais bizarrement, il a accepté. C'est un choix de sa part. Et c'est ça que le film questionne une nouvelle fois, comme dans les 2 précédents, le rapport entre destin et choix. Là, bon, il va se mettre dans une situation assez folle. Donc, être avec cette jeune fille, qui doit avoir quand même 10 ans moins que lui, et ils vont partir à la ville et vivre ensemble. Et au fur et à mesure du temps qui passe, ça peut être un peu cringe hein, quand même, hein, vu la situation, oui, ça l'est, les deux ont quand même entamé une romance, malgré tout, contre toute attente, parce que la jeune fille, elle est quand même issue d'un milieu assez aisé, voire riche, pour le contexte, et lui, il est tout pauvre, et en plus, elle va dans un endroit urbain, elle supporte pas le bruit, etc., mais il va se passer quelque chose entre les deux, une connexion, et le couple va vraiment se former, et il va se passer des trucs après. Bon, allez, j'arrête de raconter trop l'histoire, évidemment, ici, je trouve que c'est dans la lignée des 2 précédents, mais le metteur en scène, ici, ne nous offre pas son 3e film. Les 2 premiers volets de sa trilogie, c'était ses 2 premiers longs métrages.
Là, il en a fait 2 autres entre-temps. On sent qu'il a gagné une forme d'expérience, et ça se sent. C'est plus abouti sur certains points. Alors, parfois, on perd un peu de ce naturalisme qu'on avait et qui était très important dans les 2 premiers, mais ça reste quand même dans une forme de réalité, si on veut. Mais il y a une esthétique poussée jusqu'au bout. Il y a quand même la continuité aussi de ce regard sur les paysages, notamment, hein, le Bengale, l'eau, les couchers ou levées de soleil, etc. Mais je trouve qu'il y a une ampleur lyrique en plus qui colle parfaitement avec la conclusion de cette grande aventure humaine que nous avons suivie avec le jeune Apu tout petit et qui maintenant devient un adulte. Et justement, c'est ça en fait l'idée, c'est que Apu, il doit se construire en tant qu'humain avec ses responsabilités. Ce film, c'est la clé. Parce que jusque-là, bah, il a vécu comme il a pu, il a vécu surtout des drames qui n'ont pas forcément pu le construire autrement que parce qu'il a vécu par rapport à la société. Il a du mal à s'intégrer à celle-ci quand même. Hein. Lui, il pense pouvoir devenir un auteur célèbre, un petit peu idéaliste, quoi. Et là, bim, ça va lui se retourner dans sa figure directe, comme un boomerang, et va se prendre la dure réalité en face, et c'est très fort. Parce que, voilà, la construction dramatique, elle est ici ultime dans la tragédie, il ne faut pas s'attendre à autre chose, hein, vu les 2 d'avant. Je ne dis pas ce qui se passe autour de l'épouse, mais voilà. Il y a une idée aussi de tentative de boucler la boucle sur la fin, et j'adore cette idée. D'ailleurs, la finalité est remarquable, autant sur la forme que sur le fond. Ce qui se passe à la fin est très fort, avec la thématique un peu de l'enfant sauvage aussi, qui justement est un petit peu le miroir d'Apu. J'en dis pas plus, mais vous pouvez deviner quand même. De toute façon, il faut voir le film, et peu importe si vous lisez l'histoire avant, que ce soit au niveau du bouquin ou le résumé, le synopsis du film. Hein. Il y a une très très grande forme de rapport humain, la mise en avant du rapport humain à la fin. Après une vraie traversée du désert du personnage, pratiquement au sens propre, hein, bon, traversée naturelle et tout, qui va lui faire prendre conscience enfin des choses. Et waouh, c'est très beau. Ça peut paraître un peu naïf, à l'image des 2 précédents, vous voyez, sur certains points, mais c'est très vrai. Et je trouve que c'est très fort. On ne pouvait pas mieux conclure cette trilogie, ce triptyque, que cela a été fait ici. Et on voit qu'il y a aussi plus de travail sur l'acting, dans le sens où là, on voit que Ray a dû progresser sur, j'allais dire, la direction d'acteur-actrice. Je pense que justement, il jouait sur le côté très naturaliste des 2 d'avant, avec pratiquement que des amateurs, presque. Là, on voit qu'il veut tenter quelque chose, pas pour rien que ces 2 acteurs-actrices principaux là vont ensuite revenir dans son cinéma. Il y a une prise en main des choses, et c'est peut-être plus joué par moment, mais je trouve que Soumitra Chatterjee est extraordinaire, là. Justement, il a pris le personnage d'Apu, et on a tout compris sur ses envolées spirituelles, son côté aussi face au destin et prise de conscience. Il est là, le personnage. Il est abouti ici, et dans la continuité des 2 films d'avant. Même si on peut sentir une forme de rupture par moment, mais quand même. Et puis rajouter à cela toujours la partition parfaite de Ravi Shankar derrière, peut-être un peu plus discrète que les précédents, mais ça renvoie aussi à la beauté magnifique de ces lieux qui sont filmés, que ce soit la nature ou la ville, parce que la ville à un moment, elle est là, et même il y a la transition avec ce chemin de fer qui mène au village, qui représente plusieurs fois, un peu comme un motif dans le film, à la fois, j'ai envie de dire, la vie et la mort, l'espoir et le désespoir. C'est intéressant. À un moment, même, il y a un jeu, entre guillemets, avec les cochons qu'on voit au début, qui dégagent de son chemin, et après un cochon qui meurt au moment où lui fait face à la mort, d'une certaine façon. Il y a des petits trucs comme ça, alors c'est qu'un premier visionnage, là, et à chaud, donc je ne peux pas trop développer, mais je trouve que c'est très très pensé, et que c'est parfaitement maîtrisé là-dessus. On voit que là, 5 longs métrages, Satyajit Ray, est lancé dans sa carrière, et voilà quoi, on l'arrêtera plus. Mais voilà, La Complainte du Sentier, donc c'était un très bon premier film, L'Invaincu, très bien aussi au 2e, Le Monde d'Apu, parfaite conclusion. Inutile de dire que pour moi, je vois cette œuvre dans son ensemble. Vous n'allez pas me demander lequel de 3 je préfère, peut-être le premier parce que c'est découvert de son cinéma, il y avait quelque chose de très 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 fort avec les enfants là et tout, mais franchement ici, ce serait le plus abouti, le 3e. Donc voyez les 3 films de toute façon, profitez de ce cinéma-là, cinéma indien, pas forcément celui qu'on imagine en premier lieu, non, on n'est pas dans du Bollywood et tout, là c'est du Bengali d'auteur, quoi.
Et ben, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, de cette trilogie, du cinéma de Satyajit Ray, évidemment, si vous voulez, ou du cinéma indien dans son ensemble. Vous êtes libre, on en discute en dessous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.